Pour ceux qui me suivent depuis un bout, j'ai déjà abordé ces notions-là dans les vidéos cordes vocales, deux paramètres à maîtriser et pourquoi je ne parle pas de voix mixte. J'ai décidé d'en faire un sujet autonome aujourd'hui parce que ces notions-là, qu'on les utilise ou non, sont très présentes depuis très longtemps dans le monde vocal et continuent de créer tout leur lot de confusion. Et nous allons le voir, cette confusion-là, elle est tout à fait légitime. Alors, je vous propose d'explorer ce que ça représente vraiment et ce qu'on veut généralement dire quand on les utilise. Et les deux, malheureusement, ne se correspondent que rarement. D'abord, quelle différence est-ce qu'on vise quand on précise voix de corps, voix de tête, voix de poitrine? Quelle est la distinction que l'on cherche à identifier? D'abord, là, entendons-nous sur quelque chose de vraiment important pour traiter de ce sujet-là. Il n'y a pas de son ou de voix à proprement parler dans la poitrine, tout simplement parce que l'onde sonore n'est pas encore créée. Tant qu'il n'y a pas de variation de pression d'air due à l'alternance d'ouverture et de fermeture des plis vocaux, il n'y a que de l'air, du souffle, qui part des poumons à la trachée vers la sortie à l'extérieur. De façon directe et concise, là, sous les plis vocaux, il n'y a tout simplement pas de voix. Il n'y a pas non plus de son ou de voix à proprement parler dans la tête, à l'exception de l'espace du pharynx, du nez et ou de la bouche. C'est tout simplement un espace qui est fermé. Si la barrière est tout simplement physique, l'onde sonore ne peut même pas s'y rendre. On tente une image un peu plus globale avec le corps, mais encore là, le son, l'onde sonore en tant que telle n'existe pas en dehors de l'espace circonscrit entre les plis vocaux et les lèvres ou les narines, dépendant de si le son est nasal, nasalisé ou oral. Donc, on en vient à une première conclusion. Voix de poitrine, voix de corps, voix de tête, ça ne décrit pas un lieu de production de la voix et ça ne décrit pas non plus un lieu de passage de la voix ou de l'onde sonore. Ces termes-là ne décrivent pas non plus un endroit où on pourrait envoyer la voix. D'emblée, là, il est impossible d'envoyer la voix quelque part. Pour des raisons qui relèvent de la physique, là, je vous propose d'aller écouter la vidéo, le titre exact, Pourquoi je ne veux pas projeter ma voix à ce sujet. Euh, et même si c'était possible de le faire, là, prenons ça comme idée de départ, ben, c'est impossible de l'envoyer à des endroits qui sont inaccessibles d'un point de vue anatomique et physiologique pour l'onde sonore. Ces termes décrivent plutôt un ressenti, donc une donnée sensorielle qui provient de la résonance sympathique du son. Qu'est-ce que la résonance sympathique? C'est la mise en vibration d'une fréquence ou d'une plage de fréquences qui correspond à une fréquence donnée. Donc, pour rendre ça simple, si je produis un son à 500 Hz, tout ce qui vibre à 500 Hz ou qui est dans ce spectre harmonique-là va se mettre en vibration, va se mettre à sonner. Donc, c'est le même principe que la cithare, notamment, donc, dont les cordes actionnées vont faire entrer en vibration les cordes du dessous, de l'étage du dessous, qui sont en harmonie avec celles qui sont actionnées et sans même que je les touche. C'est aussi la raison pour laquelle les sons très perçants peuvent nous agresser facilement, parce qu'il s'agit d'une plage de fréquences qui correspond qui fait entrer en vibration notre conduit auditif et la sensation peut être agaçante. Bref, il est tout à fait possible, et vous l'avez probablement expérimenté, d'avoir des sensations, de ressentir le son à des endroits où il n'y en a pas, où le son n'est pas, où le son ne passe pas. C'est c'est exactement de ça dont il s'agit pour ces termes-là. Donc, je peux avoir certains sons vont me faire ressentir une résonance sympathique plus dans la poitrine, plus dans la tête, la boîte crânienne. Et comme la résonance sympathique est une histoire de fréquence, bien, il s'agira donc d'une question de hauteur de note produite par ma voix. Vous pouvez l'expérimenter. Si je produis une note plus grave, ben, j'aurai plus de sensations de résonance sympathique vers la poitrine, vers le corps, le bas du corps, donc sous le lieu de la production vocale. Et quand je produis des notes plus graves, ben, j'aurai des notes plus aiguës, excusez-moi, quand je produis des notes plus aiguës, j'aurai une sensation de résonance sympathique plus vers la tête, la boîte crânienne. Jusque-là, tout va. Maintenant, d'où vient tant de confusion?
C'est tout simplement parce que ce n'est généralement pas ce qu'on veut réellement dire quand on utilise ces termes-là. La très grande majorité du temps, on veut parler du timbre, du comment ça sonne et pas de la hauteur de la note. Parce qu'on peut chanter les mêmes notes de différentes façons. On dira par exemple vouloir passer en voix de tête pour certaines notes ou vouloir rester en voix de poitrine ou en voix de corps pour les mêmes notes. Dans les grandes lignes, là, on va associer la voix de poitrine, la voix de corps à la voix parlée, bien que ce ne soit pas le cas pour la totalité des gens. Mais les caractéristiques acoustiques de ce timbre-là correspondent toutefois quand même là, à la voix parlée de la majorité des gens. Et on va associer la voix de tête à celle qui arrive quand cette voix-là parlée va casser et changer soudainement, abruptement de timbre pour quelque chose de plus léger, pour quelque chose de plus clair. On dira aussi de façon générale que les basses et les ténors chantent en voix de poitrine ou en voix de corps et que les sopranis chantent en voix de tête. Alors que c'est en réalité vraiment très réducteur de leurs possibilités vocales et de la musicalité qui leur est accessible. Tous les types de thèmes sont accessibles pour tout le monde sur différentes hauteurs de notes. Le côté triste de ces termes-là, et c'est aussi la raison pour laquelle je les utilise très peu, voire pas, c'est vraiment leur imprécision. Car que se passe-t-il lorsque j'utilise une voix de tête comme timbre, mais sur une note plus grave? Plus je vais aller dans les graves, plus mon ressenti de la résonance sympathique va aller vers la poitrine, vers le bas de mon corps. C'est ça que je vais ressentir, alors que le timbre ne correspondra pas à ce que je veux nommer. Et comment je vais nommer une voix de poitrine ou de corps dans les notes plus aiguës? Plus je vais aller vers l'aigu, plus je vais sentir la résonance sympathique. Je vais avoir l'impression que ma voix se trouve plus dans ma tête, dans la boîte crânienne. C'est pas le cas, mais c'est une impression de la sensation de résonance sympathique. Donc, comment je vais nommer ça? Voix de tête, voix de corps, voix de poitrine. Vous voyez l'enjeu ici et la confusion qu'évoquent ces termes, juste à les nommer. Euh, on est au cœur de l'affaire ici. Idéalement, nous aurions une constance et une précision dans les mots qu'on utilise pour toujours avoir l'heure juste sur ce à quoi on réfère. D'où vient le timbre que l'on tente de nommer par voix de poitrine, voix de corps? Il s'agit en fait d'une plus grande concentration d'énergie dans la fréquence fondamentale du son par rapport à ses harmoniques. Et ça vient d'une phase fermée beaucoup plus grande par rapport à la phase ouverte dans le cycle d'ouverture et de fermeture, donc de vibration des plis vocaux. Et ça provient d'une surface de contact beaucoup plus grande dans l'épaisseur des plis vocaux. Et d'où vient le timbre que l'on tente de nommer avec voix de tête? Bien, on va avoir moins d'énergie sur la fréquence fondamentale euh, et on va avoir une perception donc plus accrue des harmoniques plus aiguës, d'où le son plus clair. Et ça vient d'une phase fermée beaucoup moins grande par rapport à la phase ouverte dans le cycle d'ouverture et de fermeture, donc de vibration des plis vocaux, qui provient d'une surface de contact beaucoup plus fine entre les plis vocaux, ce qui offre beaucoup moins de résistance à la pression de l'air qui arrive. Et là, ce n'est pas le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Je dis ça rapidement, mais pour plus d'informations là-dessus, sur ce qui se produit, des trucs pour les faire, pour les reconnaître, pour les produire, vous pouvez aller voir la vidéo corde vocale, 2 paramètres à maîtriser. Et pour la voix mixte, bien, ce terme-là n'est basé sur rien de constant ou de solide. De là toute la confusion autour de la voix mixte. Je vous invite à voir la vidéo Pourquoi je ne parle pas de la voix mixte. Déjà, on entend bien qu'on parle d'un mélange, mais un mélange de quoi? Là-dessus, on ne s'entend pas toujours. Bref, ces termes porteront toujours de la confusion en eux parce que ce dont ils parlent ne correspond pas à ce qu'on veut dire, à la raison pour laquelle ils sont utilisés la très grande majorité du temps, ou alors ils ne désignent rien de constant à travers le temps, les personnes, les styles, comme la voix mixte, par exemple. J'espère que cette vidéo-là aura pu contribuer à vous éclairer davantage, à démêler tout ça, à prendre des repères qui sont plus fiables, plus précis. Et je vous rassure, je vous comprends très bien quand vous m'en parlez, quand vous employez ces termes-là. Même si je les utilise plus depuis fort longtemps, là, l'important, c'est de savoir ce qui se joue vraiment, démêler les concepts, savoir de quoi on parle, s'entendre sur ce qu'on cherche. Et voilà, ensuite, tout va.
Donc, si ce souci de clarté, de précision-là vous parle, vous inspire à faire équipe dans un climat de bienveillance, bien, faites-nous signe. C'est littéralement notre passion, notre expertise et nos valeurs. Donc, nos élèves et nos membres en témoignent tous les jours. Vous êtes vraiment les bienvenus. À bientôt! Vous trouverez juste en dessous un réchauffement vocal gratuit et un défi 4 jours pour améliorer un passage vocal difficile, gratuit aussi. N'hésitez pas!